Ma sœur m'a accusé d'avoir abandonné ses enfants dans un blizzard, mais mes parents lui ont offert 50 000 € pour me faire taire. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'enregistre tout. Dans le commissariat du sud de Chicago, les néons grésillent au-dessus de ma tête, comme des guêpes en colère. Il est 2 heures du matin, et je sens un goût de cuivre dans ma bouche, à force de m'être mordu l'intérieur de la joue pendant le trajet. Quand le sergent Miller a appelé, sa voix était prudente, mesurée. « Mademoiselle Baker, nous avons votre nièce et votre neveu ici. Ils sont en sécurité, mais nous avons besoin que vous veniez. » J'avais enfilé les premiers vêtements que j'ai pu trouver, et j'avais conduit à travers le blizzard, agrippant mon volant si fort que mes jointures en étaient devenues blanches. Cooper et Piper sont ici. Ils sont en sécurité. C'est tout ce qui compte. Mais Miller ne me conduit pas vers les enfants. Sa main sur mon coude est ferme, presque autoritaire, alors qu'il me guide au-delà de la salle d'attente, où j'aperçois des couvertures de survie argentées. Il m'entraîne plutôt dans une salle d'interrogatoire. La porte se ferme avec un déclic qui sonne bien trop définitif. Miller laisse tomber un sac de preuves en plastique sur la table en métal entre nous. À l'intérieur, il y a une note froissée, et même à travers le plastique opaque, je peux voir mon nom griffonné dessus, de l'écriture de Sloan. Mademoiselle Baker, la voix de Miller a perdu toute sa chaleur. Pouvez-vous expliquer pourquoi une riche architecte de Lincoln Park enverrait 2 jeunes enfants dans une friche industrielle glaciale, en plein milieu d'un blizzard? Les mots me frappent comme un coup de poing à l'estomac. Quoi? Je n'ai pas l'abandon d'enfants est un crime en Illinois. Il se penche en avant, et je peux sentir l'odeur du café sur son haleine. Le trafic d'enfants entraîne des peines encore plus lourdes. Vous voulez commencer à vous expliquer? Mes mains tremblent. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas arriver. Il y a eu une erreur, dis-je, mais ma voix sort étranglée. Je vis au 2400 North Clark, à Lincoln Park. Les enfants, où ont-ils été trouvés? Les yeux de Miller ne quittent pas mon visage. 2400 South Clark Street. Un parc industriel abandonné, pendant une alerte au blizzard, vêtu d'habits d'été. La différence me frappe comme de l'eau glacée. Nord contre sud. Une lettre. 2 mondes complètement différents. Mon adresse, c'est des rues bordées d'arbres et des cafés chics. Le sud de Clark, à ce numéro, c'est des entrepôts, des lampadaires cassés, et un endroit où un enfant ne devrait jamais se trouver. Surtout pas la nuit, et encore moins en janvier. Je n'ai jamais. Je dois m'arrêter, respirer. J'ai dit non à ma sœur. Je lui ai envoyé un email. J'ai des preuves. Miller croise les bras. Les gens envoient des emails pour couvrir leurs traces tout le temps, mademoiselle Baker. Vous seriez surprise de voir à quelle fréquence nous voyons ça. Il y a 12 heures, j'étais à ma table à dessin, luttant contre une échéance qui pouvait faire ou défaire ma carrière. L'appel d'offres pour le parc municipal. 3 ans de travail, condensés en une présentation finale à rendre lundi matin. Quand Sloan a appelé, j'étais plongé jusqu'au cou dans les dessins d'élévation. Reine, Dieu merci tu réponds. Sa voix avait cette pointe de frénésie que j'ai appris à reconnaître. J'ai besoin que tu gardes Cooper et Piper ce soir. Preston m'a fait la surprise d'un voyage à Aspen, et nous partons dans 2 heures. Je ne peux pas. Je t'ai dit la semaine dernière que j'avais cette échéance. C'est important, Reine. La famille est importante. La culpabilité familière a tenté de se frayer un chemin dans ma gorge, mais je l'ai ravalé. Je ne serai pas à la maison ce soir. Ne les amène pas à mon appartement. Je n'ouvrirai pas la porte. J'avais raccroché, et j'ai immédiatement envoyé un email à 15h30, juste pour être clair. Juste pour l'avoir par écrit. Je ne serai pas à la maison. Ne les amène pas. Je n'ouvrirai pas la porte. Maintenant, Miller me regarde comme si j'étais une menteuse. Comme si j'étais le genre de personne qui mettrait des enfants en danger. L'email aurait pu être envoyé après les faits, dit-il. Ou vous auriez pu changer d'avis, et paniquer quand ils ne sont pas arrivés. Puis-je les voir? Ma voix se brise. S'il vous plaît. J'ai besoin de voir qu'ils vont bien. Quelque chose change dans l'expression de Miller. Peut-être est-ce le désespoir dans ma voix. Ou peut-être qu'il me donne juste assez de cordes pour me pendre. Il se lève. Suivez-moi. Je repousse ma chaise et le suis dans le couloir, jusqu'à une salle d'observation sombre.
À travers la vitre sans teint, je les vois. Cooper est enveloppé dans une de ces couvertures de survie argentées, du genre que portent les marathoniens. Il tremble si fort que je peux le voir d'ici, tout son corps convulsé par le froid, ou le choc, ou les deux. Piper est assise à côté de lui, serrant son ours en peluche, et ses yeux sont vides. Absent. Comme si elle était complètement ailleurs. Un endroit où son esprit a dû aller pour survivre à ce qui s'est passé ce soir. Mes genoux flageolent. Je me rattrape à la vitre. Ce brouillard descend. Celui qui est mon compagnon depuis 28 ans. La voix qui murmure. Répare ça. Protège Sloan. Prends le blâme. Tu es la responsable. C'est ton travail. Je pourrais le faire. Je pourrais dire à Miller que c'était un malentendu, que je voulais dire oui, que la confusion d'adresse était une erreur honnête. Je pourrais faire disparaître tout ça pour tout le monde. Tout le monde, sauf Cooper et Piper. Le chauffeur Uber, dit Miller derrière moi, on lui a dit que leur père les attendait. Elle les a déposés sur le trottoir et est partie. Je ferme les yeux. Vous devriez remercier Dieu pour Monsieur Henderson, le gardien de nuit du parc industriel. S'il ne les avait pas entendus frapper à sa guérite, en hurlant à l'aide. Miller fait une pause, laissant le silence compléter ce qu'il ne dit pas. Vous seriez en train d'identifier des corps à la morgue en ce moment, mademoiselle Baker. 2 enfants congelés. Le sang quitte mon visage si vite que je dois m'agripper au rebord de la fenêtre. Ce n'était pas une erreur. C'était calculé. Sloan savait que j'avais dit non. Elle a lu cet email, j'ai vérifié, et l'accusé de réception indiquait 15h47. Elle l'avait ouvert, absorbé chaque mot, et puis elle avait fait ça quand même. Une punition pour avoir osé poser une limite. Une punition pour avoir choisi ma carrière plutôt que sa convenance. Elle les avait envoyés à la mort. Je me tourne pour faire face à Miller. Mes mains tremblent encore, mais ma voix est stable. Je n'ai pas appelé cet Uber. J'ai l'email que j'ai envoyé, refusant de garder les enfants. J'ai la preuve que je lui ai dit non. Je croise son regard et ne détourne pas les yeux. Je ne la couvrirai pas cette fois. Les mots me donnent l'impression de sauter d'une falaise. 28 ans de conditionnement. D'être la bonne fille. La sœur fiable. La réparatrice de la famille. Tout cela s'effondre. Miller étudie mon visage un long moment. Puis il fait un signe vers le couloir. Retournons à la table, mademoiselle Baker. Nous allons tout reprendre depuis le début. Le téléphone de Miller est posé sur la table en métal entre nous, comme une grenade. Vous avez dit que vous pouviez prouver que vous lui avez dit non. Voyons ça. Mes doigts tâtonnent sur mon téléphone, affichant le fil de l'email. L'horodatage me saute aux yeux, 15h30. Accusé de réception, 15h47. Je fais glisser le téléphone vers Miller, regardant ses yeux parcourir les mots que j'avais tapés 12 heures plus tôt, à l'époque où je croyais encore qu'une limite claire pouvait suffire. Je dois passer un appel, dis-je. Ma voix semble creuse. Declan, son mari. Il est à Cleveland pour une conférence. Il peut vérifier que je n'ai jamais accepté ça. Miller m'étudie un autre long moment, puis hoche la tête. FaceTime. Je veux voir son visage quand il répondra. Mes mains tremblent pendant que je compose. Le téléphone sonne une fois. 2 fois. Puis le visage de Declan remplit l'écran, le bourdonnement silencieux d'une chambre d'hôtel derrière lui. Il se frotte les yeux, l'air épuisé. Reine? Sa voix est rauque de sommeil. Je viens d'arriver à Cleveland. Il est 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe? Miller se penche dans le champ de la caméra. Monsieur Montgomery? Ici le sergent Miller, de la police de Chicago. J'ai besoin que vous vérifiez quelque chose pour moi. Votre femme vous a-t-elle dit que sa sœur avait accepté de garder vos enfants ce soir? Le visage de Declan devient blanc. Vraiment blanc. Comme si on avait débranché une prise et vidé tout son sang. Garder les enfants? Reine travaille ce soir. Elle a dit à Sloan qu'elle ne pouvait pas, il s'arrête. Je vois la compréhension le submerger comme une vague. Où sont Cooper et Piper? En sécurité, dit Miller. De justesse. Ils ont été déposés dans un parc industriel abandonné dans le sud, pendant un blizzard. Nous les avons trouvés au 2400 South Clark Street. South Clark.
La voix de Declan se brise. Ren vit sur North Clark. Comment est-ce que... Une autre pause. Plus longue cette fois. Quand il reprend la parole, sa voix est glaciale. J'ai besoin d'accéder à mon système de sécurité domestique. La caméra rigne. Donnez-moi 2 minutes. Miller et moi restons assis en silence pendant que Declan travaille. Je peux l'entendre taper, marmonner, la fureur montant à chaque frappe. Puis mon téléphone vibre. Un fichier vidéo. Miller l'ouvre sur l'ordinateur portable du département. L'horodatage indique 17 heures. Notre maison. La porte d'entrée. Sloan entre dans le champ en titubant. Un verre de vin pend à sa main gauche, la tige tenue si lâchement que c'est un miracle qu'il ne se brise pas sur le sol. Elle vacille. Vraiment, elle vacille comme un arbre par grand vent. Cooper apparaît, sa petite voix audible sur l'enregistrement. Maman, où sont nos manteaux? Elle ne répond pas, le pousse simplement vers la porte de sa main libre. Piper suit, vêtue d'une robe d'été. Une robe d'été en janvier. Sloan les pousse tous les deux dehors et la porte claque. Pas une seule fois elle ne regarde son téléphone. Pas une seule fois elle ne vérifie la destination de l'Uber. Elle envoie ses enfants dans un blizzard en vêtements d'été, et retourne à l'intérieur pour un autre verre de vin. La mâchoire de Miller se crispe. J'aurais besoin de ce fichier, envoyé à cette adresse email. C'est déjà fait, dit Declan au téléphone. Sa voix ressemble à du gravier. Je prends le prochain vol pour rentrer. Ne la laissez approcher de mes enfants sous aucun prétexte. L'appel se termine. Miller referme son ordinateur portable avec un clic qui résonne dans la petite pièce. Vous êtes innocentée, mademoiselle Baker. J'aurai besoin de votre déposition officielle, mais vous n'êtes pas inculpée. Il se lève. Votre sœur, cependant, sera arrêtée pour mise en danger d'enfant dès que nous la localiserons. Le soulagement devrait être plus grand. Au lieu de cela, ce n'est qu'une petite fissure de lumière dans une pièce très sombre. 4 heures plus tard, je suis assise dans la salle d'attente du commissariat quand ils arrivent. Preston et Lenore Baker entrent en trombe comme s'ils étaient propriétaires des lieux, leur bagage de luxe encore étiqueté de l'aéroport. Ils ont dû faire demi-tour en plein vol lorsque Miller les a contactés. Ils passent juste devant la pièce où leurs petits-enfants sont enveloppés dans des couvertures, tremblants encore. Ils passent devant eux sans un regard. Preston me repère et change de trajectoire. Lenore suit, ses talons claquant sur le linoléum comme un compte à rebours. Ren, la voix de Preston est sèche. Nous devons parler. En privé. Je ne quitte pas les enfants. Les enfants vont bien. La main de Lenore se pose sur mon bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant juste assez pour faire mal. Ce dont nous devons discuter, c'est de la gestion de crise. As-tu la moindre idée de ce que cela fera à l'action de l'entreprise de Preston si ça se retrouve dans la presse? Je la fixe. Vos petits-enfants ont failli mourir de froid. Ne sois pas dramatique. Preston sort son chéquier. Là, dans le poste de police, il sort son chéquier comme si nous étions dans un country club en train de régler un pari de golf. Il écrit avec des gestes fluides et assurés, puis fait glisser le chèque sur la table. 50 000 €. À mon nom, la ligne de mémo est vierge. Considère ça comme un cadeau, dit Preston en tapotant le papier. Un cadeau d'anniversaire en avance. Mais les cadeaux, c'est pour les membres de la famille qui se soutiennent, Ren. Pas pour ceux qui causent des scandales. Il baisse la voix. Dis à la police que c'était un malentendu familial. Que tu as donné la mauvaise adresse à Sloan par accident. Fais ça, et le chèque est à toi. Pas de mal de fait, ajoute-t-il. Pas de mal? Ma voix sort étranglée. Cooper était en hypothermie. Piper ne parle plus. Est-ce? Lenore se penche tout près. L'odeur de son parfum me retourne l'estomac. C'est ce que fait la famille, Ren. Nous nous protégeons les uns les autres. Tu leur dis que c'était une erreur, et tout ça disparaît. Pense à Sloan. Pense à sa réputation. Quelque chose en moi se brise. Pas en éclats, juste une déconnexion silencieuse, comme une corde qui s'effiloche depuis des années et qui finit par céder. Je sors mon téléphone et j'ouvre l'application d'enregistrement vocal. Puis je le glisse dans ma poche, l'enregistrement toujours en cours. Donc vous voulez que je mente à la police, dis-je clairement.
Que je leur dise que j'ai donné la mauvaise adresse à Sloan, en échange de 50 000 euros. Le visage de Preston rougit. Ne rends pas ça sordide. Nous t'offrons de rembourser tes prêts étudiants. Un cadeau en échange d'un parjure. Pense à la famille, siffle le Nord. Pense à tout ce que nous avons fait pour toi. Je prends le chèque. Un instant, je le regarde. 50 000 euros. Ma dette étudiante, effacée. La pression, envolée. Tout ce que j'ai à faire, c'est mentir. Tout ce que j'ai à faire, c'est les laisser gagner une fois de plus. Je le déchire en deux. Le son est étonnamment fort dans la salle d'attente silencieuse. Le visage de Preston passe du rouge au violet. Je ne la couvrirai plus, dis-je. Ni pour vous. Ni pour personne. Tu le regretteras. La voix de Preston se fait basse. Dangereuse. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Je sais exactement ce que j'ai fait. Les portes du commissariat s'ouvrent à nouveau. Deux clans entrent, ignorant complètement Preston et le Nord. Il a l'air épuisé, comme s'il avait couru depuis l'aéroport OR, mais il va directement dans la pièce où sont les enfants, tombe à genoux et les serre tous les deux dans ses bras. Le premier parent a leur donné la priorité de toute la nuit. Derrière lui, une femme en tailleur anthracite entre. Elena Russo. L'avocate en droit de la famille que j'ai appelée il y a 2 heures, assise dans cette salle d'attente, regardant la vraie nature de mes parents se révéler. Le regard d'Elena croise le mien. Elle hoche la tête une fois. La guerre a commencé. Mais cette fois, je ne me bats pas seul. Le matin, je fixe mon téléphone quand la première notification apparaît. Une identification sur Facebook, puis une autre, puis 5 autres en succession rapide. Mon estomac se noue avant même que je ne les ouvre. Le visage de Sloan remplit mon écran, le maquillage artistiquement strié sur ses joues. La photo est éclairée par un professionnel, comme si elle avait attendu l'heure dorée pour publier sa misère. La légende fait trembler mes mains. Quand votre propre sœur se retourne contre vous au moment le plus sombre de votre vie. Je lui avais confié mes bébés. Je ne comprends pas ce qui a mal tourné. Je prie pour la compréhension et le pardon. Les commentaires s'accumulent déjà. Des dizaines. Des centaines. Oh mon Dieu, Sloan, je suis tellement désolé. La famille devrait rester unie. C'est horrible. Quel genre de sœur fait ça? Mon téléphone sonne. Tante Carole. Je le mets en silencieux. Il sonne à nouveau. Oncle Jim. Puis cousine Bette. Puis des numéros que je ne reconnais même pas. Je suis assise sur le sol de mon appartement, dans les vêtements de la veille, regardant toute ma famille élargie se retourner contre moi en temps réel, quand mon téléphone professionnel vibre. Marcus veut me voir. Maintenant. Le trajet en ascenseur jusqu'au bureau de l'associé principal me semble être un trajet vers mon exécution. J'ai travaillé dans ce cabinet pendant 6 ans, gravi les échelons d'interne à associé. L'appel d'offres pour le parc municipal devait être ma consécration, la preuve que je pouvais gérer de grands projets. Maintenant, je suis sur le point de tout perdre parce que ma sœur est un monstre et que mes parents ont de l'argent. L'assistante de Marcus n'ose pas croiser mon regard en me faisant signe d'entrée. Il se tient à sa fenêtre, surplombant la rivière Chicago, les mains jointes derrière le dos. Sur son bureau, je peux voir la lueur de l'écran de son ordinateur portable. Asseyez-vous, Oren. Je m'assois. Ma gorge est si serrée que j'ai du mal à déglutir. Marcus se retourne, et je me prépare aux mots. Nous devons vous laisser partir. La réputation du cabinet. Je suis sûr que vous comprenez. Au lieu de cela, il tourne son ordinateur portable vers moi. L'email provient de Preston Baker. Objet, affaire urgente concernant la conduite d'une employée. Je le survole. Chaque mot est une nouvelle blessure au couteau. Mise en danger d'enfant. Enquête policière. Inapte à représenter le cabinet. Le contrat auquel il fait référence 2,3 millions d'euros pour un développement à usage mixte à Evanston est la commune menace. Gardez Oren Baker. Perdez le contrat. Monsieur Baker a envoyé ceci à moi et aux 3 autres associés principaux à 6h42 ce matin, dit Marcus. Je ne peux plus respirer. Ça y est. 6 ans. Envolé. Je n'aime pas les tyrans, Oren. Ma tête se relève brusquement.
Marcus referme l'ordinateur portable d'un clic délibéré. Je connais Preston Baker depuis 15 ans. C'est un promoteur médiocre qui a hérité de l'entreprise de son père et qui vit sur ses acquis depuis. Ses contrats ne sont jamais aussi précieux qu'il le prétend, et ses menaces sont généralement vaines. Les 2,3 millions d'euros sont en réalité 1,8 million, et nous le savons tous les deux. Marcus s'assoit en face de moi. Plus important encore, j'ai appelé le sergent Miller ce matin. Il m'a raconté ce qui s'est vraiment passé. Il m'a montré les images de la caméra Ring. Le soulagement me frappe si fort que je dois m'agripper aux accoudoirs de la chaise. Vous ne me virez pas? Vous virez? Marcus rit, mais il n'y a aucun humour dans son rire. Warren, vous venez de sauver 2 enfants de la mort par le froid. Votre sœur appartient en prison, et votre père appartient dans la même cellule pour avoir essayé de couvrir l'affaire. Il se penche en avant. Vous avez le soutien total du cabinet, quoi que vous ayez besoin. Prenez un congé payé si vous avez besoin de temps pour gérer la bataille juridique. Utilisez nos avocats si ça peut aider. Mais vous ne perdrez pas votre emploi à cause de ça. Quelque chose se fissure dans ma poitrine. Pour la première fois en 3 jours, je peux prendre une grande inspiration. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez les enterrer. Les yeux de Marcus sont d'acier. Les gens comme votre père pensent que l'argent les rend intouchables. Prouvez-lui qu'il a tort. Quand je quitte son bureau 20 minutes plus tard, je pleure dans l'ascenseur. Mais ce ne sont plus des larmes de désespoir. Ce soir-là, je suis à l'hôtel où Declan s'est installé temporairement avec Cooper et Piper. C'est une résidence hôtelière à Lincoln Park, assez proche de mon appartement pour que je puisse y aller à pied, assez proche pour que les enfants ne se sentent pas complètement déracinés. La chambre sent la sauce pour pâtes. Declan est à la kitchenette, remuant une casserole de spaghettis pendant que Cooper est assis à la petite table, son crayon se déplaçant avec soin sur le papier. Tati Warren. Piper se jette contre mes jambes, et je la soulève. Elle est chaude, solide, et vivante. Salut, papillon. Qu'est-ce que tu dessines? Cooper m'apprend à dessiner des bâtiments. Elle se tortille pour descendre et m'entraîne vers la table. Le croquis de Cooper est étonnamment bon. Des lignes nettes, une perspective correcte. C'est mon immeuble, rendu avec un soin méticuleux. C'est incroyable, Coupe. Il hausse les épaules, mais ses oreilles deviennent roses. Tu as fait en sorte que ça paraisse facile quand tu m'as montré tes dessins. Nous dînons ensemble. Un vrai dîner, pas les plats surgelés que je réchauffe habituellement au micro-ondes. Declan a fait du pain à l'ail. Il y a de la salade. Piper me parle d'un papillon qu'elle a vu, même si nous sommes en janvier et je suis presque sûr qu'elle l'a imaginé. Cooper reste silencieux mais mange 3 portions. Tout semble normal. Bizarrement, incroyablement normal. Après le dîner, pendant que Declan fait la vaisselle, Piper grimpe sur mes genoux sur le canapé. Tati Warren? Sa voix est petite. Tu es en colère contre maman? Chaque réponse que je pourrais donner ressemble à un chant de mine. Je choisis mes mots avec soin. Je suis triste qu'elle ait fait des choix qui t'ont fait du mal. Piper hoche la tête contre mon épaule. Elle buvait le jus spécial, celui qui lui fait parler fort. Du vin. Elle veut dire du vin. Je ferme les yeux et la serre plus fort. Cooper apparaît dans l'embrasure de la porte, son carnet de croquis serré contre sa poitrine. Il est si silencieux depuis le poste de police, parlant à peine au-dessus d'un murmure. J'ai cru qu'on allait mourir dans la neige. Les mots sont plats, factuels, pire que des pleurs. Declan se fige à l'évier, le dos raide. Je n'arrêtais pas de dire à Piper qu'on s'en sortirait, mais je n'y croyais pas. Il faisait si froid. Et il n'y avait personne. Juste des bâtiments vidés de la neige. Les jointures de Cooper sont blanches autour de son carnet. Je ne sentais plus mes doigts. Piper a arrêté de pleurer et j'ai pensé. Je traverse la pièce et le prends dans mes bras. Il a 9 ans et il ne devrait pas savoir ce que c'est que de croire qu'on va mourir. Tu as été si courageux, je murmure dans ses cheveux. Tu as protégé ta sœur. Tu as trouvé de l'aide. Tu as été si courageux. Je ne veux pas être courageux, sa voix se brise. Je veux être un enfant. Plus tard, après que les 2 enfants se soient endormis dans la chambre, Declan et moi sommes assis dans la kitchenette faiblement éclairée. Il boit du café, même s'il est presque minuit.
Je bois un thé qui a refroidi. J'ai été aveugle, dit-il enfin. Elle boit depuis des années, n'est-ce pas? Je pourrais mentir. Protéger Sloane une fois de plus. Mais les mots de Cooper résonnent encore dans ma tête. J'ai cru qu'on allait mourir. Oui. Depuis avant la naissance de Piper. La mâchoire de Declan se crispe. Tu savais. Je savais. Je l'ai couverte. J'ai trouvé des excuses. L'aveu a un goût de cendre. Je pensais que j'aidais. Je pensais que si je la soutenais assez, si je l'aimais assez, elle arrêterait. On ne peut pas réparer les gens qui ne veulent pas être réparés. Le silence s'étire entre nous, mais il n'est pas inconfortable. Nous pleurons tous les deux la même chose, la famille que nous pensions avoir. Je dépose une demande de garde exclusive demain, dit Declan. Mon téléphone vibre avant que je ne puisse répondre. Elena Russo, qui envoie un texto à minuit. Sloane a déposé une requête d'urgence pour le retour immédiat des enfants, audience dans 10 jours. Elle prétend que tu as donné la mauvaise adresse au chauffeur par jalousie et que Declan est coupable d'enlèvement parental. Je montre le message à Declan. Son visage devient soigneusement impassible, comme il le fait quand il est furieux. Quel essai, dit-il calmement. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est un texto d'un numéro inconnu, mais je sais de qui il s'agit avant même de le lire. Tu as commencé cette guerre. Nous la finirons. Preston. Je regarde Declan. Il fixe la porte de la chambre, où ses enfants dorment enfin paisiblement pour la première fois depuis des jours. Sommes-nous prêts pour ça, je demande. Nous protégeons les enfants. Sa voix est stable. Définitive. Quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, le bureau d'Elena sent les vieux livrer le café fort. Nous sommes assis dans des fauteuils en cuir qui coûtent probablement plus cher que mon loyer mensuel, et elle expose son plan de bataille avec la précision d'un chirurgien marquant les points d'incision. Nous n'allons pas chercher le chaos à l'audience préliminaire, dit-elle en faisant glisser un bloc-notes jaune sur le bureau. Son écriture est nette. Anguleuse. Nous tendons un piège. Declan se penche en avant. Mais nous avons l'email. Les images de la caméra rignent. Nous pouvons en finir maintenant. Les images montrent de la négligence. Peut-être de l'ivresse, réplique Elena en tapotant son stylo contre le bloc-notes. Mais un bon avocat et Preston engagera le meilleur plaidera un moment d'égarement, pas une intention criminelle. Ils plaideront pour une cure de désintoxication et une thérapie familiale. C'est ce que vous voulez. Non, dis-je instantanément. Alors il nous faut qu'elle mente, dit Elena. Si elle témoigne sous serment que vous aviez accepté de les garder et que nous prouvons qu'elle ment, cela détruit complètement sa crédibilité. Cela prouve qu'elle est manipulatrice et inapte. C'est comme ça que nous obtiendrons la garde exclusive, pas seulement temporaire. Elle nous regarde. Elle se sentira confiante. Elle insistera. Et quand nous prouverons qu'elle a menti sous serment lors du procès pour la garde, la juge au concours lui fera payer le prix fort. La mâchoire de Declan se crispe. Combien de temps devons-nous attendre? 30 jours après l'audience préliminaire. Les calendriers des tribunaux sont surchargés. Elena referme le bloc-notes d'un coup sec. Pouvez-vous tous les deux garder votre sang-froid aussi longtemps? Parfait. Je pense aux mains tremblantes de Cooper, au regard vide de Piper à travers la vitre du poste de police. Je pense au verre de vin de Sloan filmé par la caméra, à la façon dont elle les a poussés dehors dans un blizzard. Quoi qu'il en coûte, dis-je. Lors de l'audience préliminaire, le tribunal des affaires familiales du comté de Cook est tout en lambris sombre et en éclairage fluorescent, le genre d'espace institutionnel conçu pour vous faire sentir petit. Les bancs de la galerie sont durs, impitoyables. J'ai choisi ma tenue avec soin ce matin, un simple pull gris, pas de bijoux, les cheveux tirés en arrière. Je veux avoir l'air épuisé, vaincu. Ce n'est pas difficile à simuler. Sloan fait une entrée remarquée 20 minutes avant l'audience, vêtu de laine couleur crème et de perles discrètes. Son maquillage est parfait, son expression soigneusement composée en une dignité blessée. Elle ne me regarde pas en prenant place à la table du demandeur. Preston et Lenore s'installent au premier rang de la galerie comme s'il s'agissait d'une loge à l'opéra. Le costume de Preston coûte probablement plus cher que le paiement de ma voiture. Le parfum de Lenore m'atteint 3 rangs plus loin, quelque chose de cher et d'écœurant. Quand la juge Patricia Okonkwo entre, nous nous levons tous.
C'est une grande femme noire aux cheveux parsemés d'argent et au visage qui a vu tous les mensonges que le système juridique peut offrir. Ses yeux parcourent la salle d'audience avec l'efficacité de quelqu'un qui n'a aucune patience pour les jeux. Veuillez vous asseoir. Sa voix tranche le bruissement nerveux. Procédons. L'avocat de Sloan est un associé beau parleur d'un cabinet du centre-ville avec qui Preston joue probablement au golf. Il appelle Sloan à la barre, et elle prête serment la main sur la Bible, la voix claire et stable. Madame Baker Montgomery, commence l'avocat, pouvez-vous dire à la cour ce qui s'est passé dans la nuit du 14 janvier? Sloan tamponne ses yeux avec un mouchoir, bien que je remarque qu'ils sont secs. Je devais partir en voyage d'affaires avec mon père. J'avais pris des dispositions pour que ma sœur, Oren, garde Cooper et Piper. Elle avait accepté de les garder. Mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. Comment avez-vous pris ces dispositions? Demande l'avocat. Nous avons parlé au téléphone cet après-midi-là. Elle a dit oui, de les envoyer. La voix de Sloan tremble, parfaitement calibrée. J'ai donné au chauffeur Uber son adresse 2004 Sense North Clark Street, où Oren vit à Lincoln Park. Je ne sais pas comment les enfants ont atterri dans le sud. Peut-être que le chauffeur a fait une erreur. Peut-être y a-t-il eu une confusion. Elena est assise à côté de moi, écrivant sur son bloc-notes. Elle n'objecte pas, n'interrompt pas, laisse juste les mensonges s'accumuler, comme du petit bois, attendant une allumette. Êtes-vous certaine que votre sœur a accepté de garder les enfants? Demande l'avocat. Absolument certaine. Elle a dit oui au téléphone. Je ne les aurais jamais envoyés autrement. Le mouchoir revient. Cette fois, Sloan réussit à verser une larme. Pas d'autres questions, votre honneur. La juge au concours regarde Elena. Contre-interrogatoire? Elena se lève lentement. Elle porte un tailleur anthracite qui lui donne l'allure d'une lame. Juste quelques questions, votre honneur. Elle s'approche de la barre des témoins, et je peux voir les épaules de Sloan se détendre légèrement. Ce sera rapide. Sans douleur. Madame Baker Montgomery, vous avez témoigné que votre sœur a accepté verbalement de garder les enfants. Est-ce exact? Oui. Et vous avez donné au chauffeur son adresse de Lincoln Park? Oui. 2400 North Clark. Vous êtes certaine qu'elle a accepté? Sous serment, vous témoignez que Oren Baker vous a dit oui? Quelque chose vacille dans les yeux de Sloan de l'incertitude, peut-être, ou le premier murmure de suspicion, mais elle est engagée maintenant. Elle ne peut pas reculer devant Preston et Lenore, devant la juge. Absolument certaine. Elle a dit oui. Elena hoche la tête lentement, comme si elle acceptait cette réponse. Pas d'autres questions, votre honneur. C'est tout. Pas de mail, pas d'image de la caméra Ring, pas de révélation dramatique. L'avocat de Sloan a l'air confus, et je peux voir Preston se pencher, chuchotant quelque chose à Lenore. La juge au concours examine ses notes. Il semble s'agir d'un malentendu familial qui a entraîné une situation dangereuse. Madame Baker, je suis troublé que vous n'ayez pas pris des dispositions plus claires pour la sécurité des enfants. Les mots tombent comme des pierres. Je me force à ne pas réagir. Cependant, compte tenu des circonstances et du manque de preuves claires, je maintiens le statu quo. Monsieur Montgomery conserve la garde temporaire. Madame Baker Montgomery, vous bénéficiez de visites supervisées 2 fois par semaine, supervisées par un travailleur social désigné par le tribunal. Le marteau tombe. Affaire suivante. La salle d'audience se vide dans le couloir de marbre, et Sloan est immédiatement entouré par Preston et Lenore. Leurs sourires sont triomphants, vicieux. Preston croise mon regard alors que je passe. Il se met délibérément sur mon chemin. Tu aurais dû prendre le chèque, reine. Sa voix est basse, destinée à moi seul. La famille gagne toujours. La main de Lenore touche mon bras, sa poigne assez forte pour me faire un bleu. Ce n'est pas fini, ma chère, mais tu as déjà perdu. Sloan se donne en spectacle pour un petit groupe de journalistes qui ont eu vent de l'audience. Je veux juste récupérer mes bébés, dit-elle, la voix brisée. L'amour d'une mère n'abandonne jamais. Les caméras dévorent la scène. Je continue de marcher vers le parking, mais pas résonnant dans la cage d'escalier. Declan et Elena suivent en silence. Nous ne parlons pas avant d'être dans la voiture d'Elena. Porte fermée, moteur en marche. Elena referme son carnet en cuir d'un coup sec. Elle est enregistrée maintenant, dit-elle.
Chaque mensonge est documenté, horodaté, sous serment. Je fixe le pilier en béton en face de nous. Mais nous avons perdu aujourd'hui. Nous l'avons laissé croire qu'elle avait gagné. Le sourire d'Elena est froid, prédateur. Maintenant, elle nous appartient. Les mains de Declan agrippent le volant. La compréhension se lit sur son visage. Elle vient de commettre un parjure. Et dans 30 jours, dit Elena, nous le prouverons. Le pilier en béton se brouille alors que mes yeux s'emplissent. Non pas de défaite, mais de quelque chose de plus vif, de plus pur. L'espoir. Lors de la deuxième confrontation, la salle d'audience semble plus petite cette fois, plus suffocante. Peut-être est-ce la presse entassée dans la galerie, leurs appareils photo cliquant comme des insectes affamés. Peut-être est-ce la façon dont Preston est assis au premier rang, son costume anthracite si bien repassé qu'il pourrait couper, ce même sourire suffisant flottant sur ses lèvres. Sloan fait son entrée vêtu d'ivoire, bien sûr. L'ivoire, la couleur de l'innocence, ses cheveux coiffés en vagues douces qui encadrent son visage. Elle serre des mouchoirs dans une main, comme des accessoires dans une pièce qu'elle a trop répétée. Les photographes mondains adorent ça. Je vois déjà le titre. Une mère se bat pour ses enfants. Je lisse mon simple pull gris et j'essaie de ne pas me sentir petite. La main de Declan trouve la mienne sous la table, juste une seconde. Sa paume est ferme, chaude. Elena est assise à nos côtés, son mince dossier fermé sur la table devant elle. Elle a l'air presque ennuyée, parcourant son téléphone en attendant l'entrée de la juge au concours. Levez-vous. La salle d'audience s'agite. Le visage de la juge au concours est de pierre alors qu'elle prend place, et je me souviens de la façon dont elle m'avait regardé lors de l'audience préliminaire, comme si j'étais négligente, irresponsable. Une femme qui ne pouvait même pas communiquer correctement avec sa propre sœur. Aujourd'hui, ça va changer. Maître Russo, dit la juge, vous pouvez appeler votre premier témoin. Elena se lève, et il y a quelque chose de prédateur dans sa façon de bouger. Votre honneur, j'aimerais rappeler Sloan Baker Montgomery à la barre. L'avocat de Sloan objecte, bien sûr, mais la juge le repousse d'un geste. Sloan se dirige vers la barre des témoins, le menton haut, confiante. Elle pense que ce n'est qu'une formalité, avant sa victoire inévitable. L'huissier lui rappelle qu'elle est toujours sous serment de son témoignage précédent. Madame Montgomery, commence Elena, sa voix faussement douce. Lors de l'audience préliminaire le mois dernier, vous avez témoigné sous serment sur les événements du 14 janvier, est-ce exact? Oui. La voix de Sloan est stable. Et vous avez déclaré que votre sœur, Oren Baker, avait accepté verbalement de garder vos enfants ce soir-là, exact? C'est exact. Sloan jette un regard au jury, jouant la blessée. Elle a dit oui, et puis elle n'était tout simplement pas là. Et vous avez donné au chauffeur Uber son adresse? 2400 North Clark Street? Bien sûr que oui. La confiance de Sloan grandit. Je n'enverrai jamais mes enfants au mauvais endroit. Je suis leur mère. La salle d'audience murmure son approbation. Preston hoche la tête, satisfait. Elena se tourne vers l'écran, montée à côté du banc du juge. Votre honneur, j'aimerais verser la pièce à conviction à haut dossier. Le projecteur s'anime. Un email remplit l'écran, et je vois le visage de Sloan perdre ses couleurs alors qu'elle lit son propre nom dans la ligne du destinataire. De Oren Baker. À Sloan Montgomery. Envoyé, 14 janvier, 15h30. Objet, ce soir. Je ne serai pas à la maison, ne les amène pas. Je n'ouvrirai pas la porte. Accusé de réception, ouvert le 14 janvier, 15h47. L'horodatage brille comme une accusation, 6 heures avant qu'elle n'envoie ses enfants dans le blizzard. La salle d'audience éclate en chuchotement. Quelqu'un dans la section presse pousse un cri de surprise audible. Madame Montgomery, la voix d'Elena tranche le bruit. Vous avez ouvert cet email à 15h47. Vous l'avez lu. Et pourtant, vous avez témoigné sous serment que votre sœur avait accepté de garder les enfants. Quelle déclaration est la vérité? La bouche de Sloan s'ouvre. Se referme. Son avocat est debout, objectant. Mais la juge au concours le fait taire d'un regard qui pourrait geler le feu. Répondez à la question, Madame Montgomery. J'ai oublié l'email. Je pensais. Vous avez oublié un email que vous avez ouvert 6 heures avant l'incident.
Elena n'élève pas la voix. Elle n'en a pas besoin. Un email qui déclarait explicitement, en majuscule, que mademoiselle Baker ne serait pas à la maison. Les mouchoirs dans la main de Sloan sont maintenant en lambeaux, de petits flocons blancs tombant sur le sol. Passons à autre chose, dit Elena. Votre honneur, j'aimerais jouer la pièce à conviction B. L'écran passe à une vidéo. Je reconnais l'angle immédiatement, la caméra ring de la porte d'entrée de Sloan et de Clan. L'horodatage indique 17 heures. La Sloan à l'écran n'a rien à voir avec la Sloan à la barre des témoins. Ses cheveux sont en désordre. Son pull en cachemire de travers. Elle tient un verre de vin dans une main. Et quand elle bouge, elle vacille. Pas de façon spectaculaire. Juste assez pour que ça se remarque. Cooper apparaît à ses côtés, portant déjà sa veste. Maman, où sont nos manteaux? Sloan l'ignore. Elle ouvre la porte, le blizzard est visible même à travers la caméra, la neige tombant à l'horizontale et pousse les deux enfants dehors. Piper porte une fine robe en coton, en plein blizzard. La galerie réagit avec une horreur audible. J'entends quelqu'un dire « Oh mon Dieu ». Sloan ne vérifie jamais son téléphone, ne confirme jamais l'adresse avec le chauffeur Uber qui attend au bord du trottoir. Elle ferme simplement la porte, son verre de vin toujours à la main, et la dernière image avant la fin de la vidéo est le petit visage de Cooper se retournant vers la maison, confus et effrayé. L'expression de la juge Okonkwo est passée de la pierre au tonnerre. « Madame Montgomery, dit Elena, et sa voix est assez tranchante pour couper. Étiez-vous en état d'ivresse lorsque vous avez envoyé vos enfants dehors pendant une alerte au blizzard, sans vêtements d'hiver appropriés? J'ai bu un verre. Un verre? Les images vous montrent tenant du vin à 17 heures, des heures avant votre vol prévu. Combien de verres aviez-vous consommé à ce moment-là? L'avocat de Sloan essaie d'objecter à nouveau. La juge le déboute sans quitter Sloan des yeux. Je ne me souviens pas exactement. Vous ne vous souvenez pas, hoche la tête lentement Elena, tout comme vous ne vous souveniez pas de l'email. Mes mains sont si serrées que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. La respiration de Declan est devenue courte à côté de moi. Votre honneur, continue Elena, j'ai une dernière preuve. Pièce à conviction c'est elle lance le fichier audio, et la voix de Preston remplit la salle d'audience, claire comme du cristal, sans équivoque. Considère ça comme un cadeau d'anniversaire en avance. La voix de ma mère suit, mielleuse et vénéneuse. Dis-leur que tu lui as donné la mauvaise adresse. Ces choses arrivent. Preston à nouveau, fais ça, et le chèque est à toi. L'enregistrement continue pendant 30 secondes. 30 secondes où mes parents essaient d'acheter mon silence, de me rendre complice de la mise en danger de leurs propres petits-enfants. Preston est debout, le visage violet. Cet enregistrement est illégal. Elle n'avait pas la permission. Votre conversation a eu lieu dans la salle d'attente d'un poste de police, Monsieur Baker, dit la juge Okonkwo, et sa voix pourrait briser du verre. Il n'y a aucune attente raisonnable de vie privée dans un bâtiment municipal public. L'enregistrement est recevable. Asseyez-vous. Il s'assoit. La juge se tourne vers Sloan, et je n'ai jamais vu quelqu'un paraître si petit à la barre des témoins. Madame Montgomery, vous avez commis un parjure dans ma salle d'audience. Vous avez fait preuve d'un comportement de mise en danger imprudente de vos propres enfants. Vous avez montré une volonté de mentir sous serment pour obtenir la garde d'enfants que vous avez failli tuer par négligence. Elle fait une pause, et le silence est assourdissant. Huissier, placez la témoin en détention. Sloan crie, elle crie vraiment, un gémissement aigu qui résonne sur les murs lambrissés. Son avocat proteste, mais deux huissiers se dirigent déjà vers la barre. Votre honneur, s'il vous plaît. Vous serez accusé de parjure, de mise en danger d'enfants et de conduite imprudente, continue la juge Okonkwo, sa voix tranchant les sanglots de Sloan. Vous avez trahi chaque confiance placée en vous en tant que mère et en tant qu'officier de cette cour. Les huissiers prennent Sloan par les bras. Son mascara coule maintenant, des traînées noires sur sa robe ivoire. Elle pleure de vraies larmes, celles qui viennent d'une peur authentique plutôt que d'une performance. La presse est en délire, les flashs crépitent, les voix crient des questions. Preston essaie de se lever, de dire quelque chose, mais le regard de la juge Okonkwo le cloue à son siège comme un papillon sur du liège. Quant à la question de la garde, dit la juge en se tournant vers ses notes, j'accorde la garde légale et physique exclusive à Declan Montgomery, avec effet immédiat. Les droits parentaux de Sloan Montgomery sont résiliés en attendant l'issue de son procès pénal. Elle me regarde, et pour la première fois,
il y a quelque chose de presque bienveillant dans son expression. Oren Baker est désignée tutrice d'urgence permanente. Monsieur et Madame Preston Baker, vos droits de visite sont suspendus en attendant une évaluation psychologique. Tous les frais de justice, ainsi que les frais d'avocat de Mademoiselle Baker, sont à la charge de Madame Sloan Montgomery. Le marteau tombe comme un coup de feu. Sloan est emmené menotté, pleurant toujours, ses cheveux parfaits se défaisant. Preston et Lenore restent figés, leur empire de contrôle s'effondrant autour d'eux en temps réel. La presse les assaille, des microphones tendus, des questions se chevauchant dans une cacophonie de scandales. Deux clans serrent Cooper et Piper contre lui. Ils attendaient dans le couloir avec un intervenant du tribunal, mais quelqu'un les fait entrer maintenant, et Piper court directement dans les bras de son père. Je pleure. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais ce ne sont pas des larmes de triomphe, c'est du soulagement. Un soulagement pur et écrasant que ce soit enfin terminé. Elena referme son dossier d'un claquement sec et me fait le plus petit des hochements de tête. Justice est faite. 3 ans passent, comme l'eau qui trouve son niveau. Les arbres le long de Lincoln Park redeviennent dorés, le 3e automne depuis cette nuit glaciale, et je suis dans la foule à Millennium Park, regardant le maire Reyes couper le ruban du jardin du Havre de Paix. Le projet a remporté l'appel d'offres de la ville. Mon projet, celui que j'ai failli sacrifier pour répondre à l'appel de Sloan cette nuit de janvier. Les journalistes s'agglutinent autour du maire, les flashs crépitent, mais je regarde les enfants affluer vers les structures de jeu. La pièce maîtresse est une tour d'escalade avec un filet de protection, inspiré des croquis d'hôtel de Cooper pendant ses premiers jours terribles. Pas un mémorial. Un sanctuaire. Marcus me tape sur l'épaule. Sacré boulot, Baker. Ton nom va être sur une plaque. Je secoue la tête, la gorge serrée. Le travail parle de lui-même. Ce soir-là, je suis dans ma cuisine, coupant des légumes pour le dîner du dimanche pendant que Cooper esquisse des dessins d'élévation à ma table. Il a 12 ans maintenant, tout en membre dégingandé et en concentration sérieuse. Son crayon se déplace avec la même précision que j'utilise sur les plans. Tati Oren, comment fais-tu pour que les lignes de perspective convergent sans qu'elles aient l'air bancales? Je me penche sur son épaule, guidant le placement de sa règle. Ancre ton point de fuite d'abord. Tout le reste suit. La porte du bas s'ouvre et Piper entre en trombe, des éclaboussures de peinture sur sa blouse de cour d'art. Elle a 9 ans, elle n'est plus l'enfant aux yeux creux du poste de police. Son rire remplit la cuisine alors qu'elle me montre son aquarelle de la ligne d'horizon de Chicago. C'est pour ton bureau, annonce-t-elle, pour que tu te souviennes de nous quand tu es importante. Deux clans suit, portant les courses pour le dîner. Nous vivons dans un duplex maintenant, des appartements séparés mais des repas partagés, des vies partagées. Pas de romance, quelque chose de mieux. Une famille construite sur le choix plutôt que sur le sang. Plus tard, la cérémonie de remise des diplômes du collège de Cooper remplit l'auditorium de parents fiers et de frères et sœurs agités. Je suis assise entre deux clans et Marcus, regardant Cooper monter sur scène en tant que major de promotion. Son costume est légèrement trop grand, acheté pour qu'il puisse grandir dedans, et ses mains tremblent en tenant son discours. La vraie famille, dit-il, la voix se brisant puis se raffermissant, ce sont les gens qui sont là quand on a peur. Ses yeux trouvent les miens dans la foule. Je pleure avant de pouvoir m'arrêter, et deux clans me serrent la main. L'ovation debout gronde dans l'auditorium. Cooper sourit, embarrassé et fier, et je pense au garçon tremblant dans la couverture argentée, au chemin que nous avons parcouru depuis cette nuit glaciale. Mon entrée de journal ce soir-là est courte. Je pensais que l'amour signifiait tout accepter. Maintenant, je sais que l'amour exige des limites. Le lendemain après-midi, Cooper est affalé sur mon canapé, troublé. Mon ami Jack. Sa mère n'arrête pas de lui emprunter de l'argent, genre, son argent d'anniversaire, ses économies de son travail d'été. C'est normal? Je pose mon café avec précaution. Qu'est-ce que Jack en dit? Il se sent coupable de dire non. C'est sa mère. Le piège familier. Je le reconnais comme mon propre reflet. On peut aimer quelqu'un et se protéger quand même, Cooper. Ces deux choses ne sont pas opposées. Il y réfléchit, puis hoche la tête lentement. La leçon qui s'ancre. Le cycle qui se brise. Je n'ai jamais répondu aux lettres de Preston et Lenore. Elles arrivaient tous les mois au début, puis tous les trimestres, puis ont cessé. La paix m'a trouvé dans la distance, pas dans la réconciliation.
Certaines relations ne guérissent pas, elles se terminent simplement. Les nouvelles de Sloan me parviennent par le réseau d'Elena. Remariée au docteur Brandon Wells, un chirurgien du Connecticut. Un nouveau bébé, Emma. Un nouveau départ construit sur des vérités cachées. Jusqu'à ce que le bébé tombe d'une table allongée. Une petite bosse, une visite à l'hôpital par précaution, une vérification de routine des antécédents. Le signalement à la protection de l'enfance est apparu comme un fantôme. Résiliation des droits parentaux. Négligence grave. Illinois 2022. Elena a appelé pour me le dire. Les parents de Wells ont la garde d'urgence. Ils demandent le divorce. Le passé ne reste pas enterré, reine. Je ne ressens rien. Ni satisfaction, ni pitié. Juste le vide net d'un chapitre clos. Le soir de la remise des diplômes de Cooper, nous nous tenons tous les trois sur mon balcon, regardant le soleil se coucher sur Chicago. La ligne d'horizon brille de cuivre et d'or, les mêmes couleurs que les feuilles d'automne dans le parc que nous avons construit ensemble. Cooper m'entoure soudain de ses bras, assez grand maintenant pour que son menton atteigne mon épaule. Merci de ne pas avoir pris l'argent, murmure-t-il. Ma poitrine se serre. Merci d'avoir été assez courageux pour dire la vérité. Le bras de deux clans nous entoure tous les deux, solide et sûr. Nous avons construit quelque chose de mieux que ce qui s'est brisé. La ville s'étend en dessous de nous, des millions de lumières commençant à scintiller alors que la nuit tombe. Quelque part dans cette vaste étendue se trouvent d'autres familles faisant des choix impossibles, fixant des limites nécessaires, choisissant la sécurité plutôt que le silence. Des rires montent de la rue en contrebas. Piper appelle de l'intérieur, demandant si nous voulons du chocolat chaud. Cooper s'éloigne pour l'aider, et je reste là avec deux clans, regardant notre famille de cœur se déplacer dans la lumière chaude de la maison. Cet appartement, cette vie, cette vérité. Mieux que le sang, mieux que les mensonges. Le vent du Nord transporte l'odeur de l'automne et des possibles. Nous avons construit notre havre de paix, et il tient bon.